Je crois que tous les deux, débouchant finalement de la passe et découvrant ce qui nous attendait au-delà, fûmes simultanément pris de ce hurlement mêlant la crainte à l'admiration, l'émerveillement à la terreur, incapables d'en croire nos propres sens. Bien sûr, nous devions avoir dans le fond de notre tête quelques théories préconçues pour garder une certaine assurance dans nos facultés à cet instant. Nous songeâmes probablement à de telles choses que les pierres grotesquement érodées du Jardin des Dieux dans le Colorado, ou aux symétries fantastiques des roches sculptées par le vent dans le désert de l'Arizona. Peut-être tentions-nous encore de croire à la possibilité d'un mirage, tel que celui que nous avions vu le matin, approchant de ces montagnes de la folie. Il nous fallait bien nous accrocher à quelques notions ordinaires pour tenir, tandis que nous balayions du regard ce plateau sans limite, usé par les tempêtes, et découvrions le labyrinthe sans fin de masses pierreuses colossales, régulières et géométriquement rythmiques, qui lançaient leurs crêtes et leurs pics mités sur une couche glaciaire épaisse de 10 à 12 mètres au maximum, et par endroits bien plus minces. L'effet de cette vue monstrueuse était indescriptible, tant au début cela semblait une infernale violation des lois naturelles. Ici, sur une table pierreuse horriblement perchée à plus de 7000 mètres d'altitude, et sous un climat mortel à toute tentative d'y habiter, depuis un âge préhumain d'au moins 500 000 ans, s'étendait jusqu'aux limites de la vision un enchevêtrement ordonné de roches que seul un réflexe mental d'autodéfense pouvait désespérément attribuer à tout, sauf à une cause consciente et artificielle. Nous avions initialement rejeté, chaque fois que nous y réfléchissions avec sérieux, toute théorie qui aurait donné à ces cubes et remparts une origine autre que naturelle. Comment aurait-il pu en être autrement, quand l'homme lui-même pouvait à peine être différencié des grands singes à l'époque où cette région s'enfonça dans le règne inviolé de la mort glaciale? Mais voilà que tremblait l'emprise de la raison, tant ce dédale cyclopéen de blocs carrés, courbés, angulaires, avait des caractéristiques qui interdisaient tout confortable refuge. C'était très clairement la cité blasphématoire du mirage, dans la sombre, objective et inéluctable réalité. Après tout, ce prodige damné devait bien avoir eu une base matérielle. Il pouvait y avoir eu des strates horizontales de poussière de glace dans la haute atmosphère, et ce qui en survivait dans l'apparence choquante de ces pierres était la projection de leur image au travers des montagnes selon les simples lois de la réflexion. Bien sûr, ce fantôme, on l'avait fait danser, on l'avait exagéré, et il comportait des choses que la source réelle ne contenait pas. Mais maintenant que nous étions face à cette source réelle, nous la découvrions encore plus hideuse et menaçante que son image l'était à distance. C'est seulement le caractère massif, inhumain et incroyable de ces gigantesques tours et remparts de pierre qui avaient épargné l'annihilation à ce monde effrayant au cours des centaines de milliers, peut-être des millions d'années, qui avaient roulé toutes les tempêtes de ce morne pays. La couronne du monde, les racines du monde, toutes sortes de phrases fantastiques nous venaient aux lèvres tandis que nous survolions ce spectacle incroyable. Je repensais soudain à ces horribles mythes primordiaux qui me hantaient de façon si persistante depuis ma première découverte du monde mort de l'Antarctique, ou au démoniaque plateau de Leng, au Migo, ou abominable homme des neiges de l'Himalaya, aux manuscrits dits pnacotiques avec leur mention du culte préhumain de Cthulhu, au Necronomicon, aux légendes hyperboréennes du Tsatogwa sans forme, et aux astres encore pires que sans forme associés à cette semi-entité. Pendant des kilomètres et des kilomètres dans toutes les directions, tout cela continuait en diminuant à peine. Bien sûr, comme nos yeux en suivaient l'accumulation tant à gauche qu'à droite depuis le pied des contreforts qui la séparaient du plus haut rebord de la montagne, nous conclûmes que nous ne pouvions y déceler aucun étrécissement du tout,
sinon l'interruption à gauche de la passe par laquelle nous y étions parvenus. Sur les contreforts, ces structures de pierre grotesques tendaient à s'éparpiller, reliant la terrible cité à ces cubes et remparts qui d'évidence formaient leurs avant-postes sur la montagne et dont nous étions désormais familiers. Et ceux-ci, aussi bien que les étranges ouvertures de grottes, étaient aussi massifs sur les rebords intérieurs ou extérieurs des montagnes. Ce labyrinthe de pierres sans nom était formé, pour sa plus grande part, de murs de 3 à 50 mètres de hauteur au-dessus de la glace et d'une épaisseur d'1 à 3 mètres. Il était principalement composé de blocs prodigieux, d'une ardoise sombre et primitive, de schiste et de calcaire, des blocs d'une taille atteignant souvent 1,5 sur 2 sur 3 mètres, même si en plusieurs endroits ils semblaient sculptés à même le solide et inégal lit rocheux d'ardoise précambrienne. Les constructions étaient loin d'être de taille égale. C'était un innombrable arrangement en nid d'abeilles, atteignant une dimension énorme, autant que de petites structures séparées. Leur forme générale mêlait les cônes, les pyramides, les terrasses. Mais on y voyait nombre de parfaits cylindres, cubes parfaits, grappes de cubes et d'autres formes rectangulaires, et une récurrence singulière d'édifices angulaires dont la base à 5 branches rappelait grossièrement nos modernes fortifications. Les bâtisseurs avaient fait un usage savant et constant du principe de l'arche, et dans ces beaux jours, la ville avait probablement compté nombre de dômes. L'ensemble de l'enchevêtrement avait monstrueusement souffert de l'érosion, et la surface glaciaire d'où s'élevaient les tours était parsemée de blocs écroulés et de débris immémoriaux. Là où la glace était transparente, nous découvrions les parties cachées de gigantesques piliers et remarquâmes, préservés par la glace, des ponts et galeries de pierre reliant les différentes tours à diverses hauteurs. Sur les murs exposés au vent, nous distinguions les lésions marquant là où d'autres ponts et galeries plus hauts de même espèce avaient existé. Un examen plus rapproché nous révéla d'innombrables et amples ouvertures, quelques-unes fermées par des volets rabattus d'une matière pétrifiée qui avait pu originellement être du bois, mais la plupart ouvertes, bâillant d'une façon sinistre et menaçante. Beaucoup des ruines, bien sûr, n'avaient plus de toit, rien qu'une masse inégale même aplanie par les vents à leur sommet, tandis que d'autres d'une forme conique ou pyramidale plus ou moins aiguë, ou protégées par les structures environnantes plus hautes, avaient préservé une silhouette intacte malgré l'omniprésence des écroulements et des pluies. Avec nos jumelles, nous aurions difficilement pu ne pas distinguer ce qui semblait être des motifs décoratifs en bandes horizontales, des décorations qui incluaient ces curieux groupes de points, dont la présence sur les anciennes pierres ponces prenait désormais une signification neuve. En de nombreux points, les constructions étaient complètement en ruine, et la couche de glace crevassait profondément, pour des causes géologiques diverses. En d'autres points, les élévations de pierre s'étaient effondrées au niveau même de la couche glaciaire. Un large ravinement, qui s'étendait de l'intérieur du plateau jusqu'à une fissure dans les contreforts à un bon kilomètre à gauche de la passe que nous avions traversée, semblait totalement dépourvu de construction. Et cela prouvait probablement, nous pensâmes, le lit d'une grande rivière qui, à l'ère tertiaire, il y a des millions d'années, avait irrigué la ville avant d'aller se perdre dans quelques prodigieux abysses souterrains de l'immense barrière, expliquant cette zone de grottes, gouffres et autres secrets souterrains au-delà de l'entendement humain. À revenir sur nos sensations et à se souvenir de notre stupéfaction à découvrir cette monstrueuse survivance d'éternité que nous avions pensée préhumaine, je ne peux que m'émerveiller du semblant d'équilibre auquel nous nous accrochâmes. Bien sûr, nous comprenions que quelque chose, chronologie, théorie scientifique ou notre propre conscience, se révélait terriblement faux. Et pourtant, nous gardions assez de raisons pour piloter l'avion, observer tout cela avec minutie
et prendre soigneusement des séries de photographies qui seraient bien utiles et à nous et au monde. Dans mon cas, une habitude invétérée des protocoles scientifiques y contribuait. Parce que, par-dessus tout mon ahurissement et le sens concret de la menace, me brûlait un désir dominant et la curiosité d'en savoir plus sur cet âge, son secret, et de découvrir quelle sorte d'être avait érigé ce monde incalculablement gigantesque et y avait vécu, quelle relation ils avaient avec le reste du monde en leur temps comme en d'autres temps, pour que soit advenue une telle unique concentration de vie. Parce que cela ne pouvait être une ville ordinaire. Elle avait dû se former dans le premier noyau et le centre d'un chapitre incroyable et archaïque de la vie de la Terre, dont les ramifications extérieures, qui n'avaient laissé souvenir que dans les ombres des mythes les plus obscurs et les plus contournés, s'étaient ultérieurement dissipées dans le chaos des convulsions terrestres, bien avant que la race humaine telle que nous la connaissons soit éclose, ou se soit distinguée parmi le royaume des singes. Une mégalopole avait surgi du Paléogène, bien avant la légendaire Atlantide, ou la Lémurie, comme Orium et Utzuldarum, ou Olatoé, dans les terres de l'Omar que nous évoquons aujourd'hui. Une mégalopole à comparer avec ce qu'on chuchote des villes blasphématoires et préhumaines de Valousia, Rliet, Dib au pays de Mnar, et la ville sans nom des déserts d'Arabie. Et tandis que nous survolions cet enchevêtrement de tours titanesques et indestructibles, mon imagination échappait à tout lien et tourbillonnait sans guide parmi toutes possibles associations fantastiques, tissant même des liens entre ce monde perdu et les pires cauchemars qui m'avaient traversé en découvrant la folle horreur du camp. Pour lui conférer la plus grande légèreté, nous n'avions que partiellement rempli le réservoir de l'avion, et nous devions désormais y veiller pour notre exploration. Même ainsi, cependant, nous avions parcouru une énorme étendue de terrain, ou d'air plutôt, après être descendus à une altitude où le vent était pratiquement négligeable. Il semblait ne pas exister de limite à la barrière montagneuse ou à la longueur de l'effrayante cité de pierre qui bordait ses contreforts intérieurs. 80 kilomètres de part et d'autre n'avaient pas révélé de changement majeur dans le labyrinthe rocheux où ces constructions déchiraient les glaces éternelles comme autant de cadavres. Elles se diversifiaient pourtant à mesure que nous nous absorbions. Ainsi des sculptures sur les parois du canyon dont cette large rivière avait autrefois creusé les contreforts jusque là où elle s'engloutissait dans la grande barrière. Les promontoires qui formaient l'entrée du torrent avaient été audacieusement sculptés en pylônes cyclopéens. Et quelque chose dans ces formes à la fois tonnelées et nervurées nous éveillait, pour Danforth comme pour moi, de confuses et vagues mais odieuses semi-réminiscences. Nous découvrîmes aussi plusieurs espaces découverts de formes étoilées, évidemment des places publiques, et notâmes diverses ondulations de terrain. Quand s'élevait une rampe aiguë, elle s'épaulait en général d'édifices de pierre eux-mêmes inclinés. Mais il y avait à cela au moins 2 exceptions. De celles-ci, l'une était trop détruite par l'érosion pour comprendre à quoi avait servi l'éminence qui en surgissait, mais l'autre supportait encore un fantastique monument conique sculpté à même les blocs rocheux, et ressemblant grossièrement à ces choses bien connues de la tombe du serpent dans l'ancienne vallée de Petra. Nous enfonçant dans l'intérieur des montagnes, nous découvrîmes que la ville n'était pas d'une largeur infinie, même si sa longueur tout au long des contreforts de la grande barrière semblait sans fin. Après environ 40 kilomètres de ces grotesques constructions de pierre, elle commençait à s'espacer. 15 kilomètres de plus et nous retrouvions un espace vierge quasiment sans aucun signe d'artefact délibéré. Le cours de la rivière au-delà de la ville semblait bordé par une large dépression, tandis que le pays devenait d'une rudesse plus sensible, disparaissant par des cols en pente plus douce dans les brumes de l'ouest.
D'être allés aussi loin nous aurait dissuadés d'atterrir, mais quitter le plateau sans tenter d'entrer dans une de ces structures monstrueuses nous aurait paru inconcevable. D'un commun accord, nous décidâmes de chercher une piste possible sur les pentes proches de la passe navigable, d'y poser l'avion et de mener une reconnaissance à pied. Même si ces dénivellations progressives étaient couvertes de ruines éparpillées, un vol à basse altitude nous dévoila de nombreux endroits où l'atterrissage devenait praticable. Choisissant la plus proche de la passe, puisque nous repartirions en la traversant pour franchir la grande barrière et rejoindre le camp, à 12h30 précisément, nous réussîmes à nous poser sur un champ de neige assez lisse et dur, entièrement dépourvu d'obstacles et parfaitement adapté à un décollage favorable ultérieur. Pour le peu de temps que nous comptions passer là, et pour l'avantage que procurait l'absence de vent à ce niveau, il ne nous sembla pas nécessaire de protéger l'avion par un remblai de neige. Nous nous contentâmes de nous assurer que les patins d'atterrissage étaient bien disposés et que les parties vitales de la mécanique n'étaient pas exposées au grand froid. Pour notre expédition pédestre, nous nous débarrassâmes de nos fourrures de vol et n'emportâmes avec nous qu'un petit appareillage, incluant un compas de poche, un appareil photo mobile, quelques provisions, de quoi écrire un journal volumineux, un marteau de géologue et des ciseaux, des sacs à échantillons, un rouleau de corde et de puissantes lampes électriques avec des piles de rechange. Nous avions embarqué cet équipement dans l'idée d'une possibilité d'atterrissage, pour pouvoir prendre des photographies du terrain, dessiner et cartographier notre environnement, et extraire des spécimens rocheux des premiers escarpements, affleurements ou cavernes. Nous disposions aussi, par chance, d'une quantité supplémentaire de papier qu'on puisse déchirer, à emporter dans un des sacs à échantillons de réserve, et qui nous servirait à marquer notre itinéraire sur le vieux principe du jeu de piste, dans n'importe quel dédale intérieur où il nous serait possible de pénétrer. Nous les avions apportés pour le cas où nous trouverions un système de grottes suffisamment accessible pour nous autoriser une méthode de collecte rapide et facile, au lieu de l'habituel échantillonnage par prélèvement au pic. Descendant précautionneusement sur la neige durcie vers le stupéfiant labyrinthe de pierres qui brillait, opalescent devant nous à l'ouest, nous étions pris du sentiment enthousiaste de merveilles imminentes, le même que nous avions ressenti 4 heures plus tôt en approchant la passe dans la montagne inconnue. En vérité, nous nous étions visuellement familiarisés avec l'inconcevable secret enfoui derrière les crêtes de la Grande Muraille. Même si l'idée d'entrer réellement dans ces murs primitifs dressés il y a peut-être des millions d'années par des êtres conscients, avant que toute race humaine connue ait pu exister, n'avait rien de rassurant et impliquait potentiellement de terribles implications par son anormalité cosmique. Et si la rareté de l'air à cette considérable altitude rendait le moindre effort bien plus difficile qu'à l'ordinaire, à la fois Danforth et moi nous sentions parfaitement bien, et partagions le même élan pour entreprendre toute tâche qui nous serait impartie. Cela ne prit que quelques pas pour nous mettre en face à une ruine informe, enfoncée dans la neige, avec 10 ou 15 pas plus loin, un immense rempart au toit effondré, mais à la structure étoilée en 5 branches encore complètes, et s'élevant irrégulièrement à une hauteur de 3 ou 4 mètres. Nous nous y dirigeâmes, et quand enfin nous fûmes à portée de toucher ces blocs cyclopéens mités, ce fut comme si nous avions établi un lien sans précédent et quasi blasphématoire avec les éternités oubliées, normalement interdites à notre espèce. Ce rempart, érigé en forme d'étoile et d'une longueur de peut-être 100 mètres d'une extrémité à l'autre, était constitué de blocs irréguliers d'environ 2 mètres sur 3 de surface, d'un grès jurassique. Il comportait une rangée d'ouvertures voûtées ou fenêtres d'environ 1 mètre de large et 1,5 mètre de haut, placées presque symétriquement vis-à-vis des pointes de l'étoile et dans leurs angles intérieurs, et dont la base était à un peu plus d'1 mètre au-dessus de la surface glaciaire. Regardant à l'intérieur, nous découvrîmes que la maçonnerie en était épaisse de presque 2 mètres, et que l'espace intérieur n'était pas divisé,
tandis qu'on y apercevait des traces d'un ruban de sculpture ou de bas-relief sur les murs intérieurs, des éléments que nous avions bien envisagés déjà lors de notre survol à basse altitude de ce rempart et d'autres comme lui. Sans doute, à l'origine, avaient existé des soubassements, mais toutes les traces en étaient maintenant occultées par l'épaisse couche de neige et de glace à cet endroit. Nous nous glissâmes en rampant à travers une des fenêtres et tentâmes en vain de déchiffrer le plus proche des dessins muraux, sans vouloir déblayer le sol glacé. Notre reconnaissance aérienne nous avait montré que de nombreuses constructions de cette cité étaient moins encombrées de glace, et que nous trouverions peut-être des salles intérieures complètement dégagées, donnant accès au véritable sol de base, si nous pouvions trouver une de ces structures dont le toit avait résisté. Avant de s'éloigner du rempart, nous le photographiâmes soigneusement et étudiâmes sa cyclopéenne maçonnerie dans un ahurissement complet. Nous aurions tant voulu que Pabodie soit présent, tant ses connaissances techniques nous auraient aidés pour comprendre comment de tels blocs titanesques pouvaient avoir été assemblés, dans cette époque aussi incroyablement lointaine, quand cette ville et ce qui l'entourait avaient été érigés. Le petit kilomètre qu'il nous fallut descendre pour arriver à la ville elle-même, avec au-dessus de nous le vent qui hurlait vainement et sauvagement dans les crêtes hautes comme le ciel à l'arrière-plan, était quelque chose dont les plus petits détails me resteront à jamais gravés dans le cœur. Or, Danforth et moi, il n'y a que dans ces plus fantastiques cauchemars qu'un autre être humain que nous aurait pu concevoir de tels effets optiques. Ce monstrueux enchevêtrement de tours de pierre sombres, qui s'intercalaient entre nous et les vapeurs bouillonnantes où s'avalait l'horizon à l'ouest. Et pour chaque angle de vision que nous tentions, ces formes inconcevables et outrées nous impressionnaient, saisissantes. C'était un mirage de vraie pierre, et si ce n'était pas de nos photographies, je douterais encore qu'une telle chose puisse exister. Le type de construction utilisé était le même que celui du rempart que nous avions examiné, mais l'extravagance des formes que prenaient ces manifestations urbanistiques était au-delà de toute description. Même les images n'illustrent qu'un seul ou deux des aspects de cette bizarrerie infinie, sa variété sans fin, son ampleur surnaturelle et cette étrangeté d'un exotisme total. Il y avait des formes géométriques pour lesquelles un Euclide aurait difficilement trouvé un nom, des cônes dans tous les degrés d'angle et d'irrégularité, des terrasses de toutes sortes, aux provocantes disproportions, des flèches s'élargissant en étranges bulbes, des colonnes brisées rassemblées en groupes bizarres, et ces arrangements d'un grotesque insensé toujours selon la forme d'une étoile ou de nervures à 5 branches. Comme nous en approchions, lorsque la glace était transparente, nous découvrions au-dessous ces ponts de pierre tubulaires qui reliaient les folles structures éparpillées à différentes hauteurs. Des rues régulières, il ne semblait pas y en avoir, et la seule tranchée largement ouverte, à 2 kilomètres sur la gauche, était le lit de l'ancienne rivière qui, sans aucun doute, baignait la ville avant de s'enfoncer dans la montagne. Nos jumelles nous révélaient ces bandes horizontales extérieures de sculptures presque effacées, où les groupes de points réguliers semblaient toujours prédominants, nous laissant à demi imaginer ce que la cité avait dû être autrefois, même si la plupart des toits et les dessus des tours avaient nécessairement péri. Pris comme un tout, cela avait dû être une confusion compliquée de boucles et d'allées, chacune comme un profond canyon et à peine différente des tunnels tant était vertigineux le surplomb des bâtiments et des ponts. Maintenant, c'est au-dessous de nous que cela semblait une fantaisie née du rêve, se détachant des brumes de l'ouest à contre-jour au nord du bas et rouge soleil de l'Antarctique qui, dans ce début d'après-midi, peinait à s'imposer. Et quand, par moments, le soleil croisait un amas plus dense et nous plongeait dans une obscurité provisoire, l'effet devenait subtilement menaçant, d'une façon que je n'espère jamais rendre. Même ce faible reste des hurlements et sifflements du vent dans les grandes passes de la montagne derrière nous
prenait un ton plus sauvage, comme d'une méchanceté intentionnelle. La dernière étape de notre descente vers la ville se fit soudain plus rapide et abrupte, et une roche qui dépassait du rebord nous induisit à penser qu'une terrasse artificielle avait existé ici, et que, sous la couche glaciaire, il devait y avoir eu une volée de marche, pensâmes-nous, ou son équivalent. Quand enfin nous plongeâmes dans le labyrinthe de la ville elle-même, trébuchant sur les débris tombés et craignant l'oppressive et écrasante proximité des murs s'écroulant ou mités, de nouveau nos sensations furent telles que je m'émerveille de ce qu'il nous fallut de contrôle sur nous-mêmes pour les surmonter. Danforth était au bord de la crise nerveuse et se lança dans des spéculations délibérément agressives et provocantes sur ce qui s'était passé au camp, qui m'atteignaient d'autant plus que je ne pouvais m'empêcher d'en partager certaines des conclusions, telles que bien des caractéristiques de ces survivances morbides d'une antiquité de cauchemar nous forçaient de les considérer. Ces spéculations lui montaient à la tête, certainement, puisque, à un moment où une allée encombrée de débris faisait un angle aigu, il affirma avec insistance avoir vu sur le sol de faibles traces qu'il n'aimait pas. À un autre moment, il s'arrêta pour écouter un son subtil que son imagination lui faisait concevoir depuis un point indéfini, un sifflement musical étouffé, dit-il, ressemblant à celui du vent dans les cavernes de la montagne, mais avec quelque chose de différent qui le perturbait. Et les incessantes formes à 5 pointes des architectures qui nous environnaient et les quelques arabesques murales encore perceptibles avaient une suggestivité latente sinistre à laquelle nous ne pouvions guère échapper, et pesait sur nous de plus en plus terriblement la terrible ombre subconsciente de ces entités primitives qui avaient élevé et pensé ce lieu insane. Et cependant, nos réflexes scientifiques et notre goût de l'aventure n'étaient pas pleinement étouffés, et nous assumions mécaniquement notre collecte d'échantillons des différents types de minéraux présents dans les constructions. Nous comptions, avec une collecte suffisante, pouvoir établir des conclusions plus précises sur l'âge de l'ensemble. Rien dans les grands murs extérieurs ne semblait dater de plus tard que les ères jurassiques ou comanchiennes, et il n'y avait pas dans tout cela une seule pierre plus récente que le Pliocène. Venait la sombre certitude que nous avancions dans un domaine mort depuis au moins 500 000 ans, et selon toute probabilité, bien plus. À mesure que nous avancions dans ce crépusculaire dédale de pierre, nous nous arrêtions à chaque ouverture accessible pour étudier les intérieurs et déceler les possibilités d'y pénétrer. Quelques-unes étaient hors de portée, d'autres ne donnaient que sur des ruines encombrées de glace, comme le rempart mi-effondré et sans toit de la grande barrière. L'une d'elles pourtant, quoique spacieuse et invitante, ouvrait sur des abysses apparemment sans fond ni moyen visible de descente. Ça et là, nous eûmes la chance d'étudier le bois pétrifié des volets qui avaient survécu, et furent impressionnés par la fabuleuse antiquité que révélaient leurs grains encore discernables. Ces choses avaient été prises des conifères, et spécialement des cycas du Crétacé, et gymnospermes du Mésozoïque, ainsi qu'à des feuilles de palmier et précoces angiospermes du milieu de l'ère tertiaire. Rien qui soit avec certitude plus récent que le Pliocène ne s'y put découvrir. De l'emplacement de ces volets, dont les bords montraient la présence d'étranges charnières de longtemps disparues, l'usage semblait varier. Quelques-uns étaient sur l'extérieur, d'autres à l'intérieur des profondes embrasures. Ils semblaient s'y être incrustés, restant en place même après la disparition des anciennes fixations et loquets, probablement métalliques. En continuant, nous tombâmes sur une rangée de ces fenêtres, dans les protubérances d'un cône colossal, avec 5 nervures longitudinales et dont la pointe était intacte, qui conduisait à une salle immense et parfaitement préservée, au sol dallé de pierre.
mais elles étaient trop hautes au-dessus du sol pour permettre la descente sans corde. Nous avions emporté une corde de 8 mètres avec nous, mais ne souhaitions pas nous en servir sauf nécessité, surtout sur ce plateau où l'air raréfié imposait au cœur un terrible effort. Cette énorme salle était probablement un parvis ou une place couverte, et nos lampes électriques nous permirent de distinguer de saisissantes sculptures disposées tout autour des murs en larges bandes horizontales, séparées par des rubans d'arabesques plus conventionnels et de même largeur. Nous effectuâmes un soigneux relevé du lieu, projetant d'y entrer si nous ne trouvions pas d'intérieur à l'accès plus aisé. Mais finalement nous trouvâmes exactement l'ouverture qui nous convenait. Une voûte d'environ 2 mètres de largeur et 3 mètres de haut, marquant l'ancien accès d'un pont aérien débouchant sur une travée à un peu moins de 2 mètres au-dessus du niveau glaciaire actuel. Ces voûtes étaient bien sûr au niveau des étages supérieurs, mais pour celle-ci, l'étage existait encore. La construction ainsi accessible consistait en une série de terrasses rectangulaires sur notre gauche, faisant face à l'ouest, tandis que l'autre côté de l'allée, où bâillait une autre voûte, entrait dans un cylindre décrépit sans aucune ouverture, avec un curieux chapeau d'environ 3 mètres de diamètre à son sommet. Dedans, il faisait complètement noir, et la voûte semblait coiffer un puits d'un vide illimité. Les débris entassés facilitaient doublement l'entrée dans la vaste construction à notre gauche, même si pendant un instant nous hésitâmes à en prendre avantage, alors que nous en guettions depuis si longtemps l'occasion. En effet, depuis que nous avions pénétré dans cet enchevêtrement d'un archaïque mystère, il nous fallait une résolution bien autre pour pénétrer nous-mêmes dans une des constructions survivantes intactes de ce monde fabuleusement ancien, dont la nature nous devenait de plus en plus franchement hideuse. À la fin, cependant, nous fîmes le saut, et nous nous lançâmes à l'escalade des décombres vers la fente de l'embrasure. Le sol au-delà était fait de grandes dalles d'ardoise et semblait former l'extrémité d'un long et haut couloir aux murs sculptés. Découvrant les nombreuses voûtes intérieures qui en partaient, et comprenant la complexité probable du réseau de pièces que nous y trouverions, nous décidâmes qu'il nous fallait commencer de suite à appliquer notre système de pistage. Notre compas, grâce jusqu'ici aux fréquentes observations de la grande barrière montagneuse au-delà des tours derrière nous, avait suffi pour que nous ne nous égarions pas. Mais à partir de maintenant, un substitut artificiel devenait nécessaire, en conséquence de quoi nous découpâmes notre rouleau de papier en bandes de la taille convenable et les plaçâmes dans un sac que Danforth porterait, pour s'en servir en les épargnant, mais selon ce qu'exigerait notre sécurité. Cette méthode nous semblait suffisamment sûre, ne dépistant apparemment aucun courant d'air trop fort dans ces maçonneries primitives. Si cela s'avérait différent, ou si nous étions au bout de notre réserve de papier, nous reviendrions bien sûr à la méthode plus sûre mais plus fastidieuse, et qui nous retarderait, de marquer sur le rocher. Jusqu'où s'étendait le territoire où nous nous enfoncions? Impossible de le savoir sans s'y risquer. Les proches et multiples interrelations entre les différentes constructions rendaient envisageable que nous ayons à passer de l'une à l'autre sur des ponts en dessous du niveau de la glace, sauf là où nous serions bloqués par des effondrements locaux ou des crevasses géologiques, même si la glaciation, dans la partie construite, semblait faible. Presque toutes les zones de transparence de la glace avaient révélé des voûtes submergées aussi étroitement condamnées, comme si la ville avait été abandonnée dans cet état uniforme, jusqu'à ce que la couche glaciaire vienne en cristalliser les parties basses pour tous les temps à venir. Bien sûr, on en retirait la curieuse impression qu'à une certaine époque l'endroit avait délibérément été clos et abandonné, dans des éternités indéfinies, plutôt que dévasté par une soudaine calamité ou saisi d'une ruine progressive. La venue de la glace avait-elle été prévisible, et cette population sans nom avait-elle migré en masse pour chercher un abri moins maudit?
Sur ce point, la détermination des conditions physiographiques concernant la formation de la couche glaciaire aurait à attendre une solution ultérieure. D'évidence, l'exode ne s'était pas fait à la hâte. Peut-être la pression de la neige accumulée en était responsable. Peut-être qu'une inondation de la rivière ou une avalanche de quelque ancienne couche glaciaire dans la Grande Barrière avait contribué à créer cet état particulier qu'il nous était donné d'observer. Dans pareil endroit, il était facile à l'imagination de concevoir quasiment tout ce qu'elle voulait. Fournir un compte-rendu complet et détaillé de notre marche dans ces cavernes et le labyrinthe serré de ces constructions mortes depuis des éternités serait bien monotone, monstrueux repère d'anciens secrets qui maintenant, pour la première fois, après des époques sans nombre, résonnaient sous le bruit d'un pas humain. C'était particulièrement vrai, parce qu'un tel drame et une révélation si horrible nous venaient d'une étude plus précise des omniprésentes sculptures murales. Nos photographies au flash de ces sculptures serviront à prouver la vérité de ce que nous révélons, et c'est seulement lamentable que nous n'ayons pas pris suffisamment de pellicules avec nous. En tout cas, nous avons aussi effectué des relevés de terrain et dessiné certaines des principales figures une fois notre réserve de pellicules terminée. La construction dans laquelle nous étions entrés était de grande taille et d'une élaboration complexe, nous donnant une impression profonde de l'architecture de ces temps géologiques sans nom. La disposition intérieure était moins massive que les murs extérieurs, et ses niveaux inférieurs parfaitement préservés. D'une complexité de labyrinthe incluant de curieuses différences dans les niveaux du sol, voilà ce qui en caractérisait l'arrangement tout entier. Et nous nous y serions très certainement perdus si nous n'avions pas laissé derrière nous nos bandelettes de papier. Nous décidâmes d'explorer d'abord la partie la plus en ruine, et pour cela escaladâmes le dédale jusqu'à une hauteur de 30 mètres environ, là où les salles se retrouvaient à découvert dans la neige et s'étalaient en ruine sous le ciel polaire. Pour grimper tous ces niveaux, nous nous aidâmes des rampes transversales et des plans inclinés qui partout servaient d'escalier. Les salles que nous traversions étaient de toutes les formes imaginables, depuis les étoiles à 5 branches jusqu'aux triangles et aux cubes parfaits. On doit pouvoir affirmer que leur emprise au sol était en moyenne de 10 mètres sur 10 et d'une hauteur de 6 à 7 mètres, même si nous trouvâmes des salles bien plus grandes. Après avoir grossièrement examiné les zones supérieures et le niveau correspondant à la couche glaciaire, nous descendîmes étage par étage dans la partie submergée, où bien sûr nous nous découvrîmes dans un dédale continu de salles et passages tous reliés et conduisant probablement à des zones sans limite en dehors de cette construction même. Le gigantisme et la masse cyclopéenne de tout ce qui nous entourait se faisaient curieusement oppressants. Et il y avait quelque chose de vaguement mais profondément inhumain dans toutes ces lignes, dimensions, proportions, décorations, nuances de construction de cet archaïque et blasphématoire monde de pierre. Nous réalisâmes progressivement, depuis ce que révélaient les sculptures, que cette monstrueuse cité avait plusieurs millions d'années. Nous ne saurions pourtant expliquer les principes techniques utilisés pour ces équilibres et ajustements anormaux de ces vastes masses rocheuses, même si la fonction de la voûte y tenait une part centrale. Les salles que nous visitions étaient totalement dépourvues du moindre élément mobile, un élément qui confortait notre hypothèse d'un abandon délibéré de la ville. Les premiers motifs décoratifs consistaient en ce système universel de sculpture murale, qui tendait à courir en bande horizontale continue d'1 mètre de hauteur et disposée en alternance, du sol au plafond, avec des bandes d'une égale hauteur d'arabesques géométriques. Il y avait des exceptions aux règles de ces arrangements, mais leur prépondérance était écrasante. Souvent aussi,
Des séries de cartouches très lisses, incrustées de ces groupes de points en figures bizarres, étaient dispersées dans les bandes d'arabesques. Nous nous aperçûmes bientôt que la technique en était mature, réfléchie, et que leur esthétique en était évoluée au plus haut degré de maîtrise et de civilisation, même si parfaitement étrangère en tout détail à tout art traditionnel connu de la race humaine. Je n'avais jamais vu de sculpture qui en approche pour la délicatesse de l'exécution. Les détails les plus précis d'une végétation élaborée ou de la vie animale étaient rendus avec une vivacité étonnante, en dépit de la large échelle des sculptures, tandis que les dessins conventionnels étaient des merveilles d'habileté dans l'artisanat. Ces arabesques prouvaient un usage approfondi des principes mathématiques et étaient constituées de courbes obscurément symétriques et d'angles rassemblés par 5. Les bandes ornementées respectaient une tradition formelle précise et impliquaient un traitement particulier de la perspective. Leur force artistique nous affectait profondément, en dépit de l'abîme d'air géologique qui nous en séparait. Leur méthode de dessin reposait sur une juxtaposition singulière des motifs géométriques et des silhouettes en 2 dimensions, et supposait une capacité d'analyse psychologique au-delà de toute race connue de l'Antiquité. Tenter de comparer cet art avec n'importe lequel de ceux représentés dans nos musées serait vain. Ceux qui verront nos photographies trouveront les plus proches analogies chez les plus audacieux des actuels futuristes. Le tracé des arabesques était fait de lignes gravées, dont la profondeur sur les murs préservés variait de 2 à 5 cm. Quand elles incluaient un cartouche avec les groupes de points, évidemment des inscriptions dans l'alphabet de quelque langue primitive et inconnue, les incisions dans la surface lisse étaient d'environ 3 cm, et celles des points peut-être de 4. Les bandes imagées étaient sculptées en ronde bosse, le fond étant creusé d'environ 5 cm par rapport à la surface initiale du mur. Dans quelques cas, on pouvait détecter des marques anciennement colorées, même si pour la plus grande part d'entre elles, ces éternités muettes avaient banni et désintégré tous les pigments qui avaient pu y être appliqués. Plus nous étudions ces techniques merveilleuses, plus nous les admirions. Sous leurs austères conventions, on pouvait retrouver la minutie, l'observation aiguë, l'habileté graphique des artistes. Et bien sûr, ces conventions elles-mêmes servaient à symboliser et accentuer l'essence réelle ou la différenciation vitale de chaque objet représenté. Nous percevions aussi qu'à côté de cette excellence reconnaissable, guettaient d'autres menaces au-delà du cercle de nos perceptions. Certaines touches, ici et là, comportaient de vagues traces de symboles latents et de stimuli témoignant d'une autre base mentale et émotionnelle, d'une capacité à ressentir plus complète ou différente, et cela prenait pour nous une signification profonde et poignante. Le sujet principal des sculptures provenait d'évidence de la vie dans cette lointaine époque de leur création, dont l'histoire se révélait par cela même. C'est la conscience historiquement anormale de cette race primitive, une circonstance opérant miraculeusement pour notre chance ou en notre faveur, qui nous rendait ces sculptures aussi sensiblement informatives et qui nous pousse à en fournir les photographies et transcriptions avant toute autre considération. Dans certaines salles, l'arrangement dominant faisait place à des cartes, des tables astronomiques et d'autres figures scientifiques dessinées à une échelle plus grande, ces éléments corroborant de façon naïve et terrible les hypothèses que nous faisions sur ces fresques et plaintes imagées. En cachant ce que révèle l'ensemble, je voudrais encore croire que ce compte-rendu ne provoquera pas une curiosité plus grande que la scène mise en garde du côté de ceux qui voudront bien croire mon récit. Le tragique serait que d'aucuns soient excités, plutôt que découragés par cette véritable alerte quant à ce royaume de l'horreur et de la mort. Interrompant ces murs sculptés, de hautes fenêtres et de massives voûtes de 4 mètres, les deux encore avec les restes de planches, sculptées et polies avec le même soin,
Deux portes et volets s'y assemblant avec précision. Toutes les fixations de métal avaient disparu il y a longtemps, mais quelques portes étaient restées en place, et nous dûmes les forcer à mesure que nous progressions de salle en salle. Des cadres d'ouverture munis d'étranges panneaux transparents, en ellipse le plus souvent, apparaissaient ici et là, mais pas en quantité considérable. Nous découvrions fréquemment aussi de vastes niches, en général vides, mais parfois contenant quelques bizarres objets sculptés dans ces pierres ponces vertes, dont certaines avaient été brisées et d'autres peut-être considérées d'insuffisant intérêt pour être déménagées. D'autres ouvertures étaient sans conteste reliées à des appareils mécaniques disparus, chauffage, éclairage ou autres, fréquemment représentés dans les sculptures. Les plafonds en général étaient nus, mais avaient parfois été incrustés de cette pierre ponce verte ou d'autres matières, la plupart étant tombées maintenant. Les sols pavés en étaient aussi incrustés, même si les dalles de pierre nues dominaient. Comme je l'ai dit, tout mobilier et autres éléments mobiles étaient absents. Mais les sculptures donnaient une idée claire des étranges appareils qui avaient autrefois rempli ces salles sonores comme des tombes. Au-dessus de la couche glaciaire, les sols étaient recouverts d'un épais tapis de détritus, d'ordures et de débris, mais en descendant il y en avait bien moins. Dans quelques-unes des chambres ou des couloirs, à peine s'il n'y en avait plus qu'une poussière graveleuse ou due à ces anciennes incrustations, tandis que parfois certaines zones immaculées donnaient la mystérieuse sensation d'avoir été tout récemment nettoyées. Bien sûr, là où des fissures ou des effondrements s'étaient produits, les niveaux les plus bas étaient aussi encombrés que ceux d'en haut. Une cour centrale, comme nous l'avions remarqué dans d'autres structures lors de notre survol, évitait l'obscurité complète aux zones les plus basses. Aussi eûmes-nous rarement à nous servir de nos torches électriques dans les pièces supérieures, sauf pour étudier des détails de sculpture. Mais de nombreux endroits les plus profonds du dédale approchaient de l'obscurité absolue. Donner une idée rudimentaire de nos sensations et pensées, alors que nous pénétrions dans ce labyrinthe d'une construction inhumaine au silence éternel, c'est mettre ensemble un chaos déconcertant de perceptions fugitives, de souvenirs et d'impressions. L'antiquité effroyable et absolue, la désolation létale du lieu aurait suffi à submerger toute personne douée de sensibilité. Mais il fallait ajouter à ces éléments le choc de l'horreur inexpliquée du camp et les révélations bien trop brusques présentées par les terribles sculptures murales qui nous entouraient. Quand nous parvînmes à une zone de parfaite conservation des sculptures, et qu'aucune ambiguïté dans l'interprétation ne pouvait subsister, cela ne nous prit qu'un instant pour accéder à la hideuse vérité, une vérité dont il serait naïf de prétendre que ni Danforth ni moi-même ne l'avions déjà soupçonnée, mais en ayant soigneusement évité de nous confier l'un à l'autre ces soupçons. Nous n'aurions plus désormais la possibilité d'un doute miséricordieux sur la nature des êtres qui avaient construit et habité, il y a des millions d'années, cette monstrueuse cité morte, quand les ancêtres de l'homme étaient d'archaïques mammifères primitifs et que de grands dinosaures broutaient dans les steppes tropicales de l'Europe et de l'Asie. Nous nous étions cramponnés à une alternative désespérée et nous insistions, chacun vis-à-vis de l'autre, sur le fait que l'omniprésence des motifs à 5 branches ne révélait qu'une sorte d'exaltation religieuse ou culturelle pour ces objets archéens naturels configurés si manifestement selon cette forme. Tout comme les motifs décoratifs de la Crète minoenne exaltaient le taureau sacré, ceux de l'Égypte le scarabée, ceux de Rome le loup et l'aigle, et ceux de nombreuses tribus sauvages un autre animal choisi pour totem. Mais c'en était fini pour nous de ce dernier refuge, et nous étions contraints de faire face pour de bon à cette réalité renversante que la raison du lecteur de ces pages a sans aucun doute anticipée depuis longtemps. Je n'ose qu'à peine l'écrire noir sur blanc aujourd'hui, et peut-être ce n'est pas nécessaire.
Les choses qui autrefois, à l'âge des dinosaures, vivaient et habitaient ces édifices effrayants, bien sûr, n'étaient pas des dinosaures, mais bien pire. La plupart des dinosaures étaient récents et leur cerveau bien limité. Mais les constructeurs de cette ville étaient anciens et sages, et avaient laissé des traces dans ces pierres qui pouvaient remonter presque à 1 milliard d'années. Des pierres assemblées avant même que la réelle vie terrestre ait permis à des cellules de se reproduire. Des pierres assemblées avant que la vie réelle sur Terre ait tout simplement existé. Ils étaient ceux qui avaient créé et asservi cette vie, et étaient sans aucun doute à l'origine de ces diaboliques mythes primordiaux dont des livres comme les manuscrits pnacotiques et le Necronomicon témoignent d'un tel effroi. C'étaient eux, ces grands anciens, qui étaient descendus depuis les étoiles dans la première jeunesse de la Terre, ces êtres dont une évolution étrangère avait formé la substance et dont jamais cette planète n'aurait engendré les pouvoirs. Et penser que le jour d'avant seulement, Danforth et moi-même avions manipulé pour de bon des fragments de leur substance fossilisée depuis des millénaires, et que le malheureux Lake et son équipe avaient vu leur constitution complète. Il m'est bien sûr impossible de relater dans le bon ordre les étapes par lesquelles nous découvrîmes ce monstrueux chapitre de la vie préhumaine. Après le choc de la première révélation certaine, nous dûmes stopper un moment pour récupérer, et il était déjà 3 heures de l'après-midi quand nous commençâmes notre vrai travail de recherche systématique. Les sculptures dans l'édifice où nous étions entrés étaient relativement tardives, peut-être 2 millions d'années, selon ce que nous pûmes en vérifier par les représentations géologiques, biologiques et astronomiques, et supposaient un art qui aurait été qualifié de décadent comparé à celui des spécimens que nous avions trouvés dans des constructions plus vieilles, après avoir passé des ponts sous la couche glaciaire. Un des édifices, creusé à même le plateau rocheux, semblait remonter à 40 ou même 50 millions d'années, au bas Éocène ou au Crétacé tardif, et recelait des bas-reliefs d'une qualité artistique surpassant n'importe quoi d'autre, à une notable exception de ce que nous pûmes rencontrer. C'était, nous en fûmes d'accord depuis lors, la plus vieille structure habitée que nous ayons eu à traverser. Si ce n'était pas pour accompagner ces clichés que nous nous préparons à rendre publics, je me retiendrai de publier ce que j'ai trouvé et ce que j'en ai déduit, de peur d'être qualifié de fou. Bien sûr, le patchwork infini de pièces et de morceaux de ce récit, qui représentait la vie préterrestre de ces êtres à tête étoilée sur leur propre planète, ou dans d'autres galaxies, ou dans d'autres univers, pouvait aisément s'interpréter comme une mythologie fantastique créée par ces êtres eux-mêmes, même si de telles pièces comportaient souvent des dessins et diagrammes si étrangement proches de nos dernières découvertes en mathématiques et en astrophysique que je sais difficilement quoi en penser. Je laisse cela au jugement collectif après avoir pris connaissance des photographies que je vais publier. Naturellement, aucun des ensembles de sculptures que nous rencontrâmes pour raconter plus d'une fraction d'une histoire liée et complète. Et nous-mêmes n'abordions pas les différentes étapes de cette histoire selon l'ordre approprié. Quelques-unes des vastes salles consistaient en unités indépendantes, si on en jugeait à leur dessin, tandis que dans d'autres cas, une chronique continue se prolongeait à travers une série de salles et de couloirs. Les plus belles des cartes et les plus beaux diagrammes sur les murs figuraient d'effrayants abysses en dessous même du plus ancien niveau de sol, une caverne de peut-être 70 mètres de côté et 20 mètres de haut, qui avait sans conteste été une sorte de lieu de transmission du savoir. Nous constatâmes bien de provocantes répétitions du même matériel pictural dans différentes salles et édifices, et certaines configurations ou phases de l'histoire de leur race
avait évidemment été élue comme favorite par différents décorateurs ou habitants. Parfois, cependant, des versions différentes du même thème se révélaient utiles pour rétablir des points douteux ou remplir certains manques. Je m'émerveille encore que nous ayons pu en accomplir autant dans le peu de temps dont nous disposions. Bien sûr, ce que nous savons ne doit en être qu'une mince esquisse. Encore le devons-nous à ce qu'obtenu par la suite en étudiant les photographies et les dessins faits sur place. C'est probablement l'effet de ce travail ultérieur, ravivant les souvenirs et toutes ces vagues impressions qui agissent en conjonction sur sa sensibilité habituelle, puis ce coup d'œil sur une horreur dont il ne voulut pas révéler la nature, même à moi, qui a été la principale cause de l'actuel effondrement nerveux de Danforth. Mais il devait en être ainsi. Comment pourrions-nous autrement justifier intelligemment notre mise en garde, sans fournir les informations les plus complètes, et que ce qui résulte de cette mise en garde est de la plus grande urgence? Ce qui subsiste d'influences obscures dans ce monde antarctique inconnu, séparé du temps et étranger à toute loi naturelle, rend impératif d'en dissuader toute nouvelle exploration.